Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire. Guimarães Sagna placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Il lui est reproché d'avoir repris un post sur sa page Facebook accusant la gendarmerie nationale d'être à la solde du chef de l'État. C'était à Agnam. La réaction du ministre de l'Intérieur après l'effondrement d'un bâtiment R+2 à Anne-Belair qui a fait 6 morts. Il ordonne la démolition totale du bâtiment et une aide au relogement des locataires. La colère des paysans de Mirkilan, ils ont marché pour dénoncer selon eux la mauvaise qualité des engrais. Ils exigent donc que le prix de vente du kilogramme d'arachide soit fixé à 500 francs CFA cette année. Et puis Bernard Tapie est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans. L'ancien président de l'Olympique de Marseille a perdu son combat contre le cancer. Il était l'artisan de la seule Ligue des Champions gagnée par une équipe française. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Guimarães Sagna, placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Le leader de Frappe France Dégage a été arrêté hier. C'était à Konkane dans la région de Tambacounda. Il a été donc arrêté pour avoir repris un post sur sa page Facebook évoquant le comportement de la gendarmerie nationale à Agnam qu'il accuse d'être à la solde du chef de l'État. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Intérieur, lui, annonce la prise en charge des victimes de l'effondrement du bâtiment R+2 à Anne-Belair, un drame, rappelons-le, qui a fait 6 morts. Il ordonne la démolition totale du bâtiment et une aide au relogement des locataires. Plus de détails dans cet élément signé Thioro Mardiaï. Ce samedi 2 octobre 2021, les sapeurs-pompiers ont été informés de l'effondrement d'un bâtiment R+2 à Anne-Belair. Le déploiement immédiat des éléments du groupement d'incendie et de secours numéro 1, renforcé par le SAMU national, a permis de secourir les familles sinistrées. Le bilan établi au terme des opérations de sauvetage fait état de 6 corps sans vie et de 6 blessés évacués, dont 2 dans un état grave. Les blessés sont entièrement pris en charge par des structures hospitalières de Dakar et leur état de santé est stable. L'intervention combinée des services de l'État, notamment du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de l'Urbanisme, à travers respectivement la Direction générale de l'action sociale, la Direction de la famille et l'Inspection générale des bâtiments, sous la coordination des autorités administratives de la région de Dakar, a permis de reloger les membres des familles sinistrées et d'assurer leur prise en charge au centre Guindi de Dakar. Apporter également une assistance aux familles hébergées par leurs parents, de procéder à la démolition totale du bâtiment R+2, d'évacuer le bâtiment mitoyen de ses occupants et d'assurer à ces derniers, dont la plupart sont des locataires, une aide au relogement. Le ministre de l'Intérieur présente ses condoléances aux familles des victimes au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Je vous l'ai annoncé dans les titres de cette édition, la colère des paysans de Mirkilan, président Koulani Kaoguin-Nernadaflaïnar, c'est le slogan qu'ils ont choisi avec le mouvement Art Sunomomel. Ils ont battu le macadam pour fustiger la mauvaise qualité des engrais et exiger également que le prix de vente du kilogramme d'arachide soit fixé à 500 francs CFA. Nous retrouvons Omar Ndiaye. Le mouvement Ars Momel et les paysans du département de Mirkilan ont battu le macadam ce matin. Les marcheurs qui sont partis de Ndiayen Bagana pour rallier Kerbabo dénoncent la mauvaise qualité des semences et de l'engrais distribués cette année. Ars Momel déclare que les semences et l'engrais distribués cette année ont été insuffisants et de mauvaise qualité. Nous ne voulons plus des opérateurs parce qu'ils ne servent pas l'intérêt des paysans.
De même, nous demandons le départ du ministre de l'Agriculture, Baldé. Les paysans n'ont plus besoin de lui. Les paysans n'espèrent pas d'ailleurs de bons rendements. On ne peut pas attendre de bons rendements avec des semences et des intrants de mauvaise qualité. Aucun technicien n'est sur le terrain en ce moment pour s'enquérir de la situation des cultures. Les chiffres que le ministre Baldé va dévoiler sont préparés à l'avance. Cela relève d'un manque de respect. Par conséquent, il demande que le prix de kilogramme d'arachide soit fixé à 500 francs. Personne ne va nous imposer le prix de vente de l'arachide. Et cette année, nous voulons vendre le kilogramme à au moins 500 francs. Baldé dégage. Nous en avons marre de notre ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé. Il faut signaler que la marche était encadrée par la gendarmerie, armée de pancartes, de matériel agricole et arborant des brassards rouges. Les paysans menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'était fait. À Kaolack, les commerçants de friperie du marché central ont tenu en sit-in pour dénoncer l'installation des tabliers à côté des magasins. Selon le collectif And des forces de marché, ces marchands impactent donc négativement leurs activités. En plus, ces commerçants fustigent la fermeture d'une route qu'ils jugent très stratégique pour leurs activités. Pour plus de détails, nous retrouvons Pape Mbaïdiao et Faligay. Les vendeurs de friperies du marché ont baissé rideau pour dénoncer l'implantation des tabliers devant les magasins. Ces commerçants qui parlent d'une concurrence déloyale soutiennent que leurs activités sont au ralenti. Les chariots qui occupent le marché, les chariots ou bien les poussettes, on peut les dire, je peux les appeler aussi les poussettes, qui n'ont pas dans les règles. Devant le hangar, devant cet hangar, il y a eu tellement de places restantes. Ces commerçants souffrent aussi de la fermeture de la principale route qui mène au marché. Selon toujours Pablo, les vendeurs rencontrent d'énormes difficultés pour se faire livrer leurs marchandises. Vous avez vu la rue là qui, depuis presque 2 ans ou 3 ans, est fermée. Et c'est la route nationale qui vraiment nous amène au marché. Les évacuations des eaux du marché préoccupent les commerçants. Ils dénoncent la construction d'une cantine sur l'unique point de sortie des eaux. C'est la seule sortie d'évacuation d'eau qui nous reste dans le marché. C'est entre la Sénélec et la mairie qu'ils ont autorisé un individu qui vient construire aux devantures de la poste pour vraiment fermer définitivement l'évacuation des eaux. C'est pas normal. Les commerçants exigent la prise en charge de toutes leurs complaintes. Sinon, ils menacent de bloquer les taxes municipales. Nous allons en Casamance avec les populations de Kanyalang, Alouar et Dibok à Ziguinchor qui exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de sécurité également. Rappelons qu'il y a un mois, le corps sans vie d'une fille sur place avait ému la population. Les explications de notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Les populations des quartiers de Kanyalang, Alouar et Dibok dans la commune de Ziguinchor montent au créneau 1 mois après la découverte du corps d'une fille de leur quartier dans ce ravin. Elles interpellent les autorités. Trop c'est trop. Nous avons assez de vos promesses de modernisation et de développement de nos quartiers. La dernière alerte en date remonte au mois d'août suite à la découverte macabre d'une fille de Djibok dans ce canal qui jouxte le mur de clôture du lycée El Hadj Omar Lamine Badji. Ces quartiers manquent de tout et les populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ces populations exigent ceci. Face à cette situation, nous tenons à dénoncer le mutisme des autorités locales. Un butinage des routes, axe Somivac, lycée Djibok, prolongement de l'axe Baneto-Kanyalang, axe Semte Djibok. 2. Assainissement, accessibilité de l'eau courante dans les quartiers. 3. Éclairage public, c'est-à-dire électrifier les boulevards concernés. Elles n'ont pas manqué de menacer. Nous ne commandons rien, nous ne supplions personne, mais nous réclamons nos droits les plus élémentaires. Cependant, si rien n'est fait, d'ici à fin octobre 2021, nous passerons à la vitesse supérieure. Car nous sommes prêts à organiser des séries de marches pacifiques, à paralyser les cours du lycée et de faire un vote sanction. À noter que Kanyalang, Alouar et Djibok font partie des quartiers périphériques de la commune de Ziguinchor. L'insécurité dans l'espace CEDEAO inquiète. Elle a fait l'objet d'un atelier à Ziguinchor qui a réuni les forces de défense et de sécurité, les transporteurs
et aussi des leaders d'opinion venus de la Guinée-Bissau. Le docteur Chertidiane Dieye, qui a participé à la rencontre, soutient que les États membres doivent faire de cette question une surpriorité. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est un des défis de l'intégration. C'est d'ailleurs en ce moment l'un des plus importants défis. L'intégration a progressé pendant un moment, il continue de progresser, mais à chaque moment de la démarche, il y a un ensemble de défis qui arrivent. Aujourd'hui, la question sécuritaire est un problème. La CEDEAO en est consciente, les États membres également. Des efforts sont en train d'être consentis dans ce sens, mais effectivement, il faut que les États s'en saisissent véritablement et qu'on ait une démarche inclusive au niveau aussi d'une participation forte de toutes les populations. On ne peut pas régler la question sécuritaire seulement par le haut au niveau des institutions. Elle se règle aussi par le bas au niveau des populations dans tous ces pays-là. La CEDEAO, on l'a déjà dit, doit vraiment faire de cette problématique une de ses priorités pour aider l'ensemble des pays qui sont concernés par les questions de sécurité à pouvoir résoudre cette difficulté-là. Dans le Sahel, c'est un ensemble qui a beaucoup de problèmes. Dans les pays aussi, les instabilités politiques liées au processus démocratique causent aussi quelquefois des difficultés. Mais les populations, vous le savez, sont préparées, puisque d'ailleurs on dit souvent les forces de sécurité que dans un contexte d'insécurité, on est obligé de contrôler plus, alors que s'il y avait la paix, les contrôles seraient amoindris. Donc évidemment, il faut donner toute l'importance qu'il faut à l'insécurité pour pouvoir résoudre cela. Parlons éducation. À présent, les 100% de réussite au BFM ont facilité l'ouverture d'un lycée à Moudéry, c'est dans le département de Bakel, dès cette rentrée scolaire. Bonne nouvelle donc pour ces lycéens qui ne devront plus avoir de problème de tutorat. Moussa Omar Gueye. On n'a pas de lycée, on a 3 collèges, un collège à Moudéry, un collège à Tiabou et un collège à Tourimé. Donc à chaque fois, on reconnaît un taux d'abandon très important. Parce que problème de tutorat, soit à Diawara ou à Bakel. Donc nous avons saisi ces autorités citées CIPRA. Elles nous ont affirmé que franchement l'année prochaine, il y aura une ouverture de 2 classes de seconde, une classe de seconde qui est L et S. Donc ça, nous félicitons nos autorités académiques, administratives et locales. Donc c'est un succès. Et d'après les renseignements aussi, au niveau national, il n'y a que 2 écoles qui ont 100% de réussite. Le Prétat militaire de Saint-Louis au bac 100% et le collège de Moudéry 100%. Donc nous sommes honorés de ces résultats. C'est pourquoi les parents d'élèves, la diaspora, nos partenaires, nous sommes réunis tous pour au moins primer et organiser une journée d'excellence pour ces jeunes. Là, c'était plutôt la satisfaction d'un habitant de Moudéry au micro de Moussa Omar Gueye. À Louga, la cataracte, qui est la première cause de cécité, a beaucoup augmenté ces dernières années dans la région. Et pour aider les patients à se faire soigner, l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, en partenariat avec l'ONG ABL, a organisé un camp de traitement de la cataracte qui a permis à une vingtaine de patients de se faire opérer gratuitement. Tierno-Fall. Les personnes souffrant de la cataracte sont de plus en plus nombreuses dans la région de Louga. Au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, plus de 1000 patients sont opérés chaque année par le service de l'ophtalmologie. La cataracte sénile est liée à l'âge. Donc plus que l'homme vieillit, plus que la cataracte vient. Donc il y a une forte demande au niveau de la cataracte. Et je pense que les statistiques le prouvent. Au niveau de Louga, on opère à peu près 1000 cataractes par an, 1000 à 1200 cataractes par an. La cataracte, qui est la première cause de la cécité, doit être prise en charge à temps selon les spécialistes. Cependant, la plupart des personnes atteintes traînent longtemps avec la maladie parce que le coût de l'opération n'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, le besoin est là, puisque de plus en plus, il y a certaines couches de la population qui n'arrivent pas à venir payer pour la chirurgie de la cataracte. Vous l'avez vu, il y a un patient qui c'est une cataracte bilatérale, ce qui ne devrait pas arriver au niveau de la région de Louga, puisque quand même il y a une offre de soins de la chirurgie de la cataracte. Pour aider ces personnes à se faire prendre en charge, l'ONG ABI, en partenariat avec l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, a organisé un camp de traitement de la cataracte qui a permis
d'opérer une vingtaine de personnes. xam nga loo cataracte moom problème la ci ñu bëree bëri ci réew mi waaye yàlla dogal na ñaar fukk lañ ci opéré waaye tey gis nga ci biir waxtaan wi Saridja Charité Internationale diggée na ni dana opéré waat yeneen 50 personnes incha allah. Les frais d'opération de ces cas de cataracte ont été entièrement financés par les Émirats arabes unis, principal partenaire de l'ONG ABI. En monde d'économie, à présent, 1022 milliards de francs CFA collectés par la douane en 2020. Les soldats de l'économie en Assemblée générale à Saly ont discuté des réformes telles que les textes de l'UEMOA. La douane vient apporter ainsi une réponse sur la libre circulation des biens. Les explications du colonel Pape Amadou Gambi Diop, interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Mais pour le moment, nous avons un document qui regroupe l'ensemble de nos activités qui ont eu à être menées durant ce mandat, qui ont trait à l'analyse des entraves au bon fonctionnement de la dynamique communautaire, à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOA, d'une part. D'autre part, nous avions proposé des réponses douanières au défi de l'organisation communautaire l'UEMOA. Ce sont des documents qui existent déjà, que nous avions eu à proposer. Maintenant, nous sommes là pour partager davantage ces éléments. Et en 2020, la douane a eu à collecter au titre des recouvrements 783 milliards. Mais la douane, c'est la liquidation d'abord. La liquidation, c'est l'ensemble des actes que nous faisons pour constater les droits. La douane était à plus de 1020 milliards. Les 783 représentent les droits budgétaires uniquement inscrits au tableau budgétaire du Sénégal. Il y a d'autres droits, les prélèvements communautaires qui sont prélevés par la douane, mais qui sont dus, certes, payés par les sociétés de transit, par les consommateurs, mais qui sont destinés à l'UEMOA, à la CEDEAO, au COSEC, aux impôts. Mais les 783 milliards concernent uniquement les droits budgétaires inscrits au tableau budgétaire. Donc la douane a dépassé cela, c'est plus de 1022 milliards. Et puis retenez que l'inspecteur principal des douanes, Ousmane Khan, a été porté à la tête de l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes par acclamation. Femmes, Leadership et Développement veut autonomiser les femmes et améliorer leurs conditions de vie. Un projet de maraîchage urbain va démarrer donc à la Cité des enseignants à Mermoz. L'objectif est d'asseoir une économie locale dynamique. Un expert en agroécologie a formé des femmes qui sont prêtes à utiliser les espaces disponibles dans leur localité pour une agriculture biologique. On voit cet élément signé Alassane Ba et Ahmadouba. Toutes ces femmes ont compris l'importance de manger bio, de faire une agriculture biologique. Ce projet de maraîchage urbain vise à aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie. On a décidé de s'investir dans ce projet pour un peu aider les femmes à vraiment s'améliorer dans leurs conditions de vie. Donc dans cette optique, on est là avec l'ensemble des membres de cette association. Notre premier chantier, en tout cas, c'est d'asseoir une économie locale et une économie dynamique, et dont les acteurs sont des acteurs de la localité. Elles ont toutes été formées par cet expert en agroécologie sur les techniques de maraîchage. Elles sont prêtes à se lancer. Les périmètres disponibles dans cette cité sont identifiés. L'idée, c'est simplement d'utiliser l'habitat ici pour une opportunité de production. Donc, et la finalité, c'est, comme l'a dit mon doyen, d'arriver simplement à satisfaire les besoins de la localité en produits biologiques. Et ce qui est important, c'est que le projet vise à autonomiser les femmes sur beaucoup d'intrants qu'elles utilisent en fait dans la journée, que ce soit sur le piment, les salades, les légumes. Vraiment, il a pu donner des explications très claires sur comment appréhender toutes ces cultures-là. On a eu l'idée de ce projet qui est vraiment un projet innovant, donc qui va nous servir dans notre environnement propre et direct, donc nous permettre un peu de faire du maraîchage. Après une pause obligée pour cause de pandémie, Femmes, Leadership et Développement s'investit dans le maraîchage urbain. Cette activité est aussi préconisée par la FAO pour assurer la sécurité alimentaire dans des métropoles de plus en plus étendues.
Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, le décès de Bernard Tapie à l'âge de 78 ans, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des Champions avec le club phocéen. C'est en 1993, a laissé son empreinte dans le monde du sport, plus particulièrement du football. Forcément, depuis donc l'annonce de son décès, les hommages se multiplient aux quatre coins de la France et même à l'étranger. Ibou Diouf. De Bernard Tapie, on retient la carrière de patron repreneur d'affaires en difficulté ou d'homme politique, mais il était à l'image d'un couteau suisse. L'éphémère député, ministre de François Mitterrand au début des années 90, avait aussi le goût du sport et des succès sportifs. Dans le sport, Bernard Tapie a connu de grands moments d'ivresse lorsqu'il amena le premier coureur américain sur la première marche du podium du Tour de France avec Greg LeMond en 1986. L'équipe La Vie Claire et son maillot à rectangle multicolore restera sans aucun doute la formation qui a le plus marqué les esprits des amateurs du cyclisme et du Tour de France. Bernard Tapie n'avait certainement pas choisi le cyclisme par hasard, mais pour faire fructifier ses affaires. À l'époque, il avait fait l'acquisition de la société Look qui travaillait sur son nouveau modèle de pédale automatique. Autre grand moment pour Tapie dans le sport, la première et seule Ligue des champions d'un club français en 1993 avec l'Olympique de Marseille. Ancienne gloire du football français, l'OM végétait alors à la 15e place du championnat de France au moment de son rachat pour un franc symbolique par Bernard Tapie en 1986. Le club n'avait plus gagné de titre depuis 10 ans. Le 26 mai 1993, 60 000 personnes s'étaient massées au stade olympique de Munich, retenant leur souffle. Les 16 millions de téléspectateurs devant TF1 étaient aussi fébriles avant la délivrance offerte par Basile Boli sous le regard de Costa Curta, Baresi, Lentini, Boxic et marque le but qui va donner la victoire à l'OM. Chaque année, les Marseillais célèbrent cette date majeure du club. Mais la suite sera moins reluisante pour Bernard Tapie. Quelques semaines plus tard, la révélation d'un match truqué au M Valenciennes fait l'effet d'une bombe. Les responsables de l'OM sont condamnés pour avoir corrompu les joueurs nordistes en vue d'assurer aux Marseillais un match tranquille avant la finale de la Coupe d'Europe. Tapie va même en prison. Les aveux de son ancien bras droit à l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Bernès, avaient précipité les condamnations dans l'affaire du match truqué. La revente de la marque sportive aux trois bandes en 1993, confiée au Crédit Lyonnais, alors public, le plonge dans un tourbillon judiciaire et financier toujours d'actualité. Bernard Tapie s'en va sans avoir eu l'occasion de refermer ce dossier. Une grosse perte pour l'Olympique de Marseille et pour le monde sportif. Bernard Tapie avait su séduire, convaincre et aimer Marseille et les Marseillais. Il restera toujours dans leur cœur. Puis Bakary Cissé, journaliste au quotidien Record, qui a eu à travailler à la Provence, propriétaire de Bernard Tapie, revient ici sur cet homme que tous les Marseillais adorent. Oui, Bernard Tapie. Oui, Bernard Tapie fait partie du paysage marseillais pour avoir exacerbé vers les années 1990 la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et je pense que c'est l'un des précurseurs de cette rivalité-là, le Classico entre l'OM et le PSG. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se perdre un tout petit peu, mais parce que Bernard Tapie est un Parisien de naissance, mais quand même tout son cœur a toujours porté l'Olympique de Marseille, pour ne pas dire la région de Marseille était dans son cœur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il sera inhumé dans cette ville-là. Au-delà du sport, moi je pense effectivement que sur le plan sportif, avec Pape Diouf, ce sont les deux personnages qui ont incarné cette dynamique marseillaise. Mais au-delà du sport aussi, il a bel et bien rythmé la vie marseillaise politiquement. Aujourd'hui, sur le plan médiatique, il est le propriétaire de La Provence, un journal
pour lequel j'ai eu à travailler entre 2012 et 2013 quand j'étais à Marseille. Et Bernard, on l'a côtoyé un tout petit peu, on sait que c'est quelqu'un qui est très jovial, qui aime bien sa ville. Les coordonnateurs nationaux des programmes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes sont outillés désormais pour relever les défis de l'employabilité des jeunes issus du pays membre de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Ils ont reçu un renforcement de capacité sur les dispositifs technico-pédagogiques pour intégrer un écosystème numérique donc en recyclage jugé bénéfique par un des leurs, plus précisément le Camerounais Abouba Krim à Nassourou, interrogé par Cher Sadibou Diarra et Ahmadouba. La Conféges ayant son plan d'affaires type, il était question de réunir tous les coordonnateurs nationaux, renforcer leurs capacités parce que parmi nous, il y en a des nouveaux qui ne se sont jamais exercés à cet outil. Donc, il était question de nous réunir pour pouvoir ensemble passer à la pratique, réaliser comment monter, élaborer le plan d'affaires du jeune. Donc, cette formation a été très, très bénéfique pour nous. Question d'aller dupliquer ce que je viens de recevoir ici à Dakar, d'aller dupliquer cette formation au niveau national pour que les accompagnateurs des jeunes soient tous au même niveau d'information, que nous ayons tous le même outil et que, n'est-ce pas, les bénéficiaires que sont les jeunes promoteurs puissent être véritablement accompagnés et que leurs projets soient pérennisés, leurs entreprises soient pérennisées. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.